Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui est, je trouve, assez fascinante. Comment est-ce que les machines pourraient apprendre à partir des relations qui façonnent notre monde, mais sans qu'on ait besoin de leur donner des étiquettes? C'est tout le pari du Graph Contrastive Learning. Alors rentrons dans le vif du sujet. La question de fond, c'est vraiment celle-ci. Notre monde, c'est un immense écheveau de connexions, des amitiés, des réactions chimiques, des idées qui s'influencent. Comment est-ce qu'une machine peut bien commencer à y trouver un sens? En informatique, pour modéliser toutes ces connexions, on utilise une structure qu'on appelle un graphe. Et c'est un concept qui est partout. Un réseau social, eh bien c'est un graphe de personnes. Une molécule, c'est un graphe d'atomes. Même les recommandations qu'on nous propose en ligne, elles viennent de l'analyse d'un graphe gigantesque qui nous relie, nous, à des produits. Ok, mais alors où est le piège? Le plus gros défi, en fait, c'est que la plupart de ces données relationnelles n'ont pas d'étiquette claire. Contrairement à une photo, où l'on peut dire « ça, c'est un chat », ici, personne n'est là pour dire à la machine « attention, cette structure moléculaire est toxique » ou « ce groupe d'amis forme une communauté soudée ». Du coup, comment on s'en sort? Eh bien, la solution vient d'une idée très intuitive, apprendre en comparant. C'est le principe de base de ce qu'on appelle l'apprentissage contrastif ou contrastive learning. L'apprentissage contrastif, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage auto-supervisé. Ça veut dire que la machine va générer elle-même ses propres points de repère en comparant les données à elle-même. L'idée est vraiment simple au fond. On lui demande de distinguer ce qui se ressemble de ce qui est différent pour qu'elle comprenne par elle-même ce qui fait l'essence d'un objet. Et cette analogie, elle est parfaite pour comprendre. C'est exactement ça. Le modèle apprend à reconnaître la mélodie d'un graphe, son squelette, son essence structurelle, même si on change un peu les notes, c'est-à-dire les nœuds ou les liens entre eux. Pour y arriver, on utilise un système de paires. Une paire positive, c'est tout simplement deux versions un peu modifiées du même graphe. Le modèle est encouragé à les voir comme similaires. À l'inverse, une paire négative, ce sont deux graphes complètement différents. Là, le modèle doit apprendre à les considérer comme, différents. Bon, maintenant qu'on a les bases, voyons la première grande approche qui a appliqué tout ça au graphe. On pourrait appeler ça le jeu de l'augmentation, où l'on va volontairement modifier les données pour créer nos fameuses paires. Le vrai décollage, c'est en 2020, avec un article de recherche fondateur, GraphCL. Il a proposé une sorte de boîte à outils pour augmenter les graphes, c'est-à-dire les modifier de façon contrôlée. Et cette idée a tellement bien marché qu'elle a lancé une véritable vague de recherche dans les années qui ont suivi. Le processus est assez clair. Il se fait en 4 étapes. D'abord, étape 1, on augmente le graphe en créant deux versions un peu différentes. Ensuite, étape 2, un encodeur va analyser chacune de ces versions. Cet encodeur, c'est un réseau de neurones spécial, un GNN, qui se balade sur le graphe pour en comprendre la structure locale. Il en sort une représentation, une sorte d'empreinte numérique pour chaque nœud, qu'on appelle un embedding. Étape 3, ces empreintes sont projetées dans un espace de comparaison. Et enfin, étape 4, le contrasteur va ajuster le modèle pour que les empreintes des deux versions du même graphe soient le plus proches possible et en même temps le plus loin possible des empreintes des autres graphes. Cette approche est super maligne, c'est vrai. Mais, il y a un mais. Un défaut qui nous amène à nous poser une question de fond. Est-ce que changer les données, c'est toujours la meilleure des solutions? C'est la question clé. En modifiant un graphe pour en créer une vue alternative, est-ce qu'on ne prend pas le risque de détruire l'information la plus importante qu'il contenait au départ? Et cette citation, tirée de la recherche, elle résume parfaitement le problème. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne manière de modifier un graphe dépend totalement de ce qu'il représente. Et ça demande beaucoup de travail manuel, d'essais et d'erreurs. Concrètement, les risques sont bien réels. Une modification qui a du sens pour un réseau d'amis, par exemple, peut être une véritable catastrophe pour une molécule. Imaginez, on enlève un seul atome de carbone dans une molécule complexe. On ne l'a pas augmentée, on a créé une toute nouvelle substance. C'est vraiment une épée à double tranchant. Et c'est ça qui nous amène à la suite, à une solution alternative qui est franchement incroyablement élégante. Et si, au lieu de perturber les données, on perturbait la manière dont le modèle les regarde? C'est un vrai changement de paradigme. Le graphe d'origine, on n'y touche plus. Il reste intact, inchangé. Ce qui va changer, c'est le regard du modèle lui-même. On va créer deux perspectives différentes en modifiant légèrement le modèle qui analyse le graphe. Regardons la comparaison directe. À gauche, l'ancienne méthode. Un seul modèle, mais deux versions déformées du graphe. À droite, la nouvelle idée, portée par des approches comme Perturbe GCL. Un seul graphe, intact, mais deux versions un peu différentes du modèle. C'est plus subtil et comme on va le voir, c'est souvent bien plus efficace. Ok, perturber un modèle, ça veut dire quoi en pratique? L'approche Perturbe GCL utilise deux techniques assez malignes.
La première, weight prone, c'est comme si on débranchait temporairement les connexions les moins importantes à l'intérieur du réseau de neurones. La seconde, RAND-MP, change de manière aléatoire le nombre d'étapes de calcul. C'est un peu comme changer la profondeur de champ du modèle. Parfois, il regarde juste les voisins immédiats, parfois il regarde les voisins des voisins, et ça crée une perspective différente. La question, c'est est-ce que ça marche en vrai? Eh bien, regardons les chiffres. Ce tableau compare plusieurs méthodes. La colonne Average Rank nous dit leur classement moyen, donc plus le chiffre est bas, mieux c'est. Et regardez tout en bas, Perturbe GCL, la méthode par perturbation de modèle. Elle arrive en tête, devant des approches très solides basées sur l'augmentation de données. C'est la preuve que cette nouvelle idée est non seulement plus simple à mettre en œuvre, mais aussi plus performante. Alors tout ça c'est super intéressant, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? Quelles sont les applications réelles de ces avancées? L'impact, il est potentiellement énorme. En pharmacologie, par exemple, on peut prédire si une nouvelle molécule a des chances de devenir un médicament avant même de la fabriquer en laboratoire. Pour les services en ligne, ça permet de recommander un film ou un article, non pas parce que d'autres l'ont aimé, mais parce que sa structure même correspond aux intérêts profonds d'une personne. Et en analyse sociale, ça aide à repérer des communautés ou des leaders d'opinion de manière complètement automatique. Et l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. La recherche avance à une vitesse folle. De nouvelles idées émergent sans cesse, comme le GCL variationnel, qui cherche à mieux contrôler la façon dont les paires sont générées pour un apprentissage encore plus pointu. Au final, tout ça nous ramène à une question passionnante. En apprenant aux machines à lire entre les lignes, à comprendre ce langage subtil des connexions, quel nouveau secret de la science, de la société ou de la biologie va-t-on bien pouvoir percer? L'avenir est vraiment grand ouvert.